Le président de la République reçoit un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et ce dernier félicite son Excellence pour le bilan de la présidence tournante mauritanienne du groupe G5 Sahel. Le Conseil des ministres adopte une convention pour le financement du projet d'appui au plan national de veille et de riposte à la Covid-19. Le département de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme organise un atelier de formation au profit des gestionnaires régionaux des établissements de l'enseignement au niveau de certaines wilayas du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, a reçu en audience cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ben Champas, actuellement en visite dans notre pays. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, de M. Sidi Ould Oman, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Anthony Kwaku Ohemeng Bohama, coordinateur résident du système des Nations Unies en Mauritanie. À sa sortie d'audience, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a fait la déclaration suivante. Nous avons eu l'opportunité de faire un tour d'horizon de la situation, surtout dans les pays des G5 Sahel. Et j'ai pris l'opportunité de féliciter M. le Président pour son présidence de G5 Sahel. On a vu que la période qu'il était présent en exercice, nous avons eu des relations très très étroites entre les G5 Sahel et les Nations Unies. Et nous continuons de travailler ensemble et nous apprécions beaucoup, n'est-ce pas, le momentum qu'il a créé au sein de la G5 Sahel et dans les relations entre le G5 Sahel et la communauté internationale tout entière. Aussi, je l'ai remercié pour les relations entre les Nations Unies et la Mauritanie. Notre système de pays des Nations Unies en Mauritanie travaille étroitement avec le gouvernement, le peuple mauritanien, surtout avec les défis sanitaires, la pandémie à Covid-19 qui nous menace. Et il faut voir comment les Nations Unies peuvent continuer d'aider les pays de surmonter ces défis. Au titre personnel, j'ai remercié le président pour son disponibilité, parce que chaque fois je viens, il m'a reçu et me donne une opportunité vraiment d'échanger avec lui. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi. Et le système Nations Unies reste disponible de n'est-ce pas, renforcer la relation entre les Nations Unies et la Mauritanie. Je vous le disais en titre ou dans les titres, le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Mohamed Ould Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil. Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 3 mars 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivantes. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement relatif au projet du câble sous-marin dans le cadre de la résilience à la COVID-19 signé le 22 décembre 2020 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque européenne d'investissement. Le présent projet de loi porte sur le déploiement d'une connexion internationale alternative entre la Mauritanie et le reste du monde via Internet. Il s'agit d'un nouveau câble sous-marin résistant à l'usure et basé sur les technologies les plus récentes qui devra fournir une solution alternative à l'infrastructure de connectivité internationale existante ainsi qu'une capacité supplémentaire de transmission de données pour faire face à une demande croissante de l'accès à l'Internet dans le pays.
Projet de loi autorisant la ratification de la Convention des prêts destinée au financement des projets d'appui au plan national de veille et de riposte à la COVID-19, signé le 11 février 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement. Le financement objet de cette convention vise à appuyer les efforts du gouvernement consistant à atténuer les effets principaux de la pandémie COVID-19 sur les ménages pauvres, à améliorer la sécurité alimentaire par le biais de la distribution gratuite de vivres et l'appui au secteur agropastoral. Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret relatif au registre du commerce et de sûreté mobilière. Le présent projet de décret répond à un double besoin. Mieux connaître le contenu des dispositions encadrant le registre du commerce et les rendre plus facilement accessibles à tous pour qu'elles soient mieux appliquées. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en matière de patrimoine et de culture. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative au développement d'une carte sanitaire. Cette communication vise un accès universel aux services essentiels de santé de qualité et une protection contre les risques financiers liés à la maladie à tous les Mauritaniens sans aucune forme d'exclusion ou de discrimination. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à l'opération du Ramadan pour l'année 2021. Cette communication esquisse l'intervention menée par les pouvoirs publics pour assurer la mise à la disposition du consommateur jeûneur de denrées de consommation courante à des prix accessibles tout au long du mois de Ramadan. Elle consiste à subventionner les prix des denrées de base au profit des franges les plus pauvres, à préserver celles-ci de la spéculation durant les mois du jeûne et à sécuriser l'approvisionnement en denrées de première nécessité telles que riz, sucre, huile, lait, pommes de terre, oignons et pâtes. L'opération Ramadan se distingue cette année par son envergure et sa portée qui couvre l'ensemble du territoire national, en plus d'un volet spécialement dédié à Iftar Saïm. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Cabinet du ministre, chargé de mission, Ahmed Salem Tabbakh, précédemment coordinateur de la cellule partenariat public-privé. Habibullah Mohamed Ahmed, précédemment directeur général promotion des investissements. Mohamdi Ma'loum, précédemment conseiller technique gouvernance. Issaoul Bellal, Azzeddin Mokhtarul Dadda. Conseiller juridique, Mohamed Salem Oul-Souailem. Secteur productif, Bal Mohamed Vadl, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, coordinateur des projets. Secteur privé, Fatima Toument Horma, précédemment DGA, promotion des investissements. Réforme, Mohamed Doum Baba, professeur d'économie. Secteur sociaux, Bouna Ali Bouha, précédemment en charge du développement régional. Intégration régionale, y compris les G5 Sahel, Salikoul Laïnat, précédemment DGAF. Communication et des relations publiques, Ahmed Mohamedou. Développement régional, Mohamed Tigre, précédemment directeur des politiques. Gouvernance, Talib Mahjoub, précédemment DGA ex-ONS. Thématique transversale, Mohamed Salim Oul-Siddiq. Inspection interne, inspecteur général Brahim Sidati, précédemment DAF. Inspecteur Faloul Zerrouq, Fatma Habib Neini, Senniya Le Cheikh, Fatimetou Michel Verjas, Ombel Moumnin Baro, Dambaoul Alioun Sabbar, précédemment directeur adjoint SCAP. Bab Ahmed Khalifa, précédemment DGA SER. Et Ali Oudeika, précédemment DGA DSP. Administration centrale. Direction générale des stratégies et politiques de développement, directeur général Abbas Silla. Directeur général adjoint Abdelrahman Ould-Deddi, précédemment directeur prévision. Direction de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, directeur Sidi Mohamed Ould-Zanvour. Directeur adjoint Sidati Ould-Sidati, précédemment directeur adjoint. Direction de la prévision et de l'analyse économique, directeur adjoint
Ahmed Taqi, précédemment chef de service à la prévision économique. Direction générale des financements et de la coopération économique, directeur général Mohamed Salim Moulinani, directeur général adjoint Mahfoud Ahmed Brahim, précédemment conseiller G5 et Fed. Direction de la programmation et de l'efficacité allocative des investissements, directeur Mohamed Yahya Mohamed Mustafa, directeur adjoint Cheikh Naoul Mohamed Mahmoud. Direction du financement, directeur Sima Madou, directeur adjoint Mohamed Mukhtar Yahya, précédemment coordinateur Cellule Monde Arabe. Direction de la supervision des projets, directeur Abdelrahim Zain, précédemment coordinateur Cellule Audit des projets. Direction des conventions de financement, directrice Fatma Mentifikou, directeur adjoint Noureddin Mohamed Lamine. Direction générale des partenariats publics-privés, directeur général Ahmedou Salikoul Baya, précédemment coordinateur Cellule Produire Mauritanie. Directeur général adjoint Khan Mokhtar, précédemment directeur des investissements. Direction des partenariats publics-privés, directrice Ta'ma Ment Mouloud, Master D, Maths, Applications économiques et financières. Directrice adjointe Khadjatou Ment Ahmed, Cellule Partenariats publics et privés. EDEC, Business School. Direction de l'appui à la formalisation de l'économie, directeur l'imam Ahmed Ahmedou, directeur adjoint Mohamed El Khoury Tablenkou, précédemment directeur adjoint du programme d'investissement. Direction de l'amélioration du climat des affaires, directeur Ali Ould Sharqi. Directrice adjointe Khadjatou Ment Yahya, Master en Business Management. Direction générale de l'évaluation du suivi et des réformes, directeur général Cheikhna Beddad, précédemment conseiller du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie. Directeur général adjoint Dahman Ould Baish. Direction de l'évaluation des politiques publiques, directeur Hadrami Ould Khatri, économiste, cadre du ministère des Finances. Directeur adjoint Dahoul Khattar, précédemment chef de service, direction des politiques. Direction de la conception et du suivi des réformes, directeur Hussein Majdoub, précédemment directeur adjoint MOB F. Directeur adjoint Moulay Idriss Moulay Omar, précédemment chef service Cellule Monde Arabe. Direction du suivi et des systèmes d'information, directeur adjoint Cheikh Souvi. Direction des affaires administratives et financières, directeur Koueta Kargmara Amadou, précédemment DAF, ministère délégué. Directeur adjoint Mohamed Lamine Mouine, établissement public, agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, directrice générale Aïssata Lam, BBA, HEC, Montréal, EDES, Harvard. Agence nationale des statistiques et de l'analyse démographique et économique, directeur général Mohamed El Mukhtar Sidi Bakar, DG ex-ONS. Directeur général adjoint Ba Omar, précédemment chef département ex-ONS. Ministère de la Santé, établissement public, centre hospitalier d'Ayoun, directeur Dr Si Alassane, précédemment cadre au ministère. Centre hospitalier de Nouadhibou, directeur adjoint Dr Salahuddin Deida, précédemment réanimateur COVID-INHF. Centre hospitalier de Kaïdi, directeur adjoint Dr Ali Mohamed Maurice, médecin gynécologue. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, administration centrale, direction générale des bâtiments et équipements publics, directeur général Yahaflou Shrif, ingénieur architecte, précédemment directeur général adjoint des bâtiments et équipements publics. Directeur général adjoint Mohamed Brahim, ingénieur en génie civil, précédemment inspecteur général. Direction des travaux, directeur Mohamed Yedali Hassan, ingénieur architecte, précédemment chef de projet à ETR-ML. Établissement public, Agence nationale d'exécution et de suivi des projets, directeur général adjoint Mohamed Ould Zamel, ingénieur en génie civil, précédemment chargé de mission. Lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Salem, et ses homologues de la justice, M. Mohamed Mahmoud El Cheikh Abdallah El Boye, de la santé, M. Mohamed Nadir El Hamed, et du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Nahm Hamdi El Mouknas, ont commenté les résultats du Conseil des ministres.
Les travaux d'un atelier de formation des gestionnaires régionaux des wilayas de l'Est et du Sud ont débuté aujourd'hui à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. L'objectif est de pallier à certains dysfonctionnements dans les établissements du fondamental et d'améliorer la qualité du service. Cet atelier de formation qui réunit 50 gestionnaires régionaux, ici des wilayas de Dehod, de la Saba, du Gorgol, du Guidimara et de Nouakchott Sud a pour objectif de remédier à certains dysfonctionnements dans les établissements du fondamental et d'améliorer la qualité du service. Cette rencontre a été organisée à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Ouvrant la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'Aini Nouleyi, a souligné l'importance de l'atelier pour l'amélioration du rendement administratif et éducatif des établissements scolaires. L'école, dit-il, est une institution sociétale à laquelle a été confiée la mission de formation des générations et leur préparation pour le futur afin qu'ils puissent allier les constantes de la communauté et les impératifs du développement et du progrès. Cela requiert la conjugaison des efforts des responsables de l'école, des bénéficiaires de ses services et des partenaires. M. Mohamed Mel'Aini Nouleyi a également fait remarquer que les approches participatives dans la gestion restent les mieux appropriées, compte tenu des multiples avantages qu'elles offrent en matière de coopération, d'innovation et de bonne gestion. Le ministre a enfin émis le vœu de voir cette année l'installation des comités de gestion des écoles parachevés, pour en faire un outil de gestion transparente à mesure de parvenir à la qualité par le renforcement des acquises et l'élévation du niveau éducatif. L'inspecteur de la Muqata'a de Kaïdi, M. Abdelrahman Ahmed Mahmoud, a indiqué que cet atelier est un dispositif important de cette réforme que nous allons entreprendre, qui régit toutes les composantes de la société, y compris les élèves, les parents, les enseignants, les inspecteurs et les autorités administratives, qui veilleront tous sur l'intérêt de l'école. À son tour, le directeur régional, M. Batna Oul-Arwa, a indiqué que cet atelier de formation qui s'adresse aux responsables locaux, directeurs régionaux, inspecteurs et directeurs d'école, porte sur un guide de discussion préparé par un expert dans le domaine de la gestion des projets scolaires. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le ministère pour faire progresser notre système éducatif. Le président de l'association des étudiants à Nouakchott Sud, M. Saad Naoul Mohamed Ahmed, a indiqué que cet atelier est porteur d'espoir car il permet d'améliorer les conditions du processus éducatif. En effet, dit-il, c'est le résultat d'une réflexion profonde incluant une participation communautaire qui permettra de combler les lacunes qui se sont produites au niveau des outils scolaires et des bureaux de l'association des parents d'élèves. Présence, participation et discussion portant sur des présentations sont les maîtres mots au premier jour de l'ouverture de l'atelier de gestion scolaire, ce qui reflète la politique de progrès et de réformes menée par le secteur de l'éducation nationale dans le but d'élever le niveau de la famille éducative. Un atelier de concertation et d'échange sur la loi relative aux associations, fondations et réseaux organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a débuté aujourd'hui à Nouakchott. El Haj Abdallah Eddine. Cet atelier de concertation et d'échange sur l'application de la loi 004/2021 relative aux associations et aux fondations et réseaux est destiné spécifiquement aux autorités administratives et sécuritaires des 3 wilayas de Nouakchott. À cette rencontre de concertation prennent part également des représentants des associations de la société civile. Au cours de la rencontre, 3 communications sur la loi en question, sur la prévention, la répression de la traite des personnes, la protection des victimes ainsi que le mécanisme de la plainte ont été présentés. Supervisant cet atelier, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Hassan Oul-Bakhrès, a précisé qu'au regard de la multiplication et du développement des tâches qu'assument les organisations de la société civile dans le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations, cette loi est devenue nécessaire pour donner un caractère professionnel au tissu associatif, impulser davantage son action et garantir la primauté de la loi. Monsieur le commissaire a également précisé que son département a pris une série de mesures visant l'encadrement et la professionnalisation de l'action associative. Dans ce sens, d'autres ateliers seront organisés au cours des prochains jours à l'intérieur du pays. Par ailleurs, des missions du commissariat se rendront dans le wilaya.
Les locaux du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime ont abrité aujourd'hui une réunion pour évaluer l'appui alloué par l'Union européenne au secteur relevant du département. La réunion s'est tenue sous la présidence de la secrétaire générale du ministère, Madame El-Aliem Tmenkous, qui a souligné dans son mot pour l'occasion l'importance que le secteur attache à ce type de rencontre avec les partenaires et bailleurs de fonds dans le but de déterminer les points positifs et enregistrer les observations qui renforceraient la confiance entre notre pays et ses partenaires au développement. À son tour, le représentant de l'Union européenne en charge des secteurs économiques et sociaux à l'Union européenne, M. Enrico Colombo, a exprimé pour sa part le soutien de l'Union aux différentes stratégies qui contribuent à accroître la rentabilité du secteur de la pêche dans notre pays, louant le niveau de coopération entre notre pays et l'Union européenne. Le nouveau bureau de la Fédération des services et professions libérales, élu récemment par l'Assemblée générale de l'Union nationale du patronat mauritanien, a tenu aujourd'hui sa première réunion sous la houlette de son président, M. Zain El-Abidine El-Cheikh Ahmed. Compte rendu de l'Haj Abdallah Eddine, toujours. La rencontre et regroupement l'Union nationale du patronat mauritanien et le nouveau bureau élu de la Fédération des services et professions libérales a porté sur des questions se rapportant au secteur privé. Au menu de la rencontre ont figuré la question de la création des opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse, l'adoption d'une politique bénéfique pour les investisseurs nationaux et le rôle qui pourrait être joué par le secteur des services et professions libérales. À l'issue de la rencontre, le président de la Fédération des services et professions libérales a expliqué le contexte et la finalité de la rencontre. Le secteur des services est un secteur très varié, très large. Et quand on dit service, on parle de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée est l'élément distinctif de notre fédération par rapport aux autres activités économiques. Donc nous devons nous unir, nous professionnaliser pour pouvoir générer une valeur ajoutée nationale spécifique et particulièrement dans un environnement économique mondial qui se restructure après les effets et les effets du Covid aujourd'hui. Le nouveau bureau élu de la Fédération des services et professions libérales compte perfectionner les prestations du secteur considéré comme un véritable levier de l'économie nationale. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière évolution de la pandémie du Covid-19. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la pandémie Covid-19. 17 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 4 cas contacts et 13 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 14 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement, un nouveau décès. Le cumul de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 252, dont 9 061 cas contacts, 7 999 cas communautaires et 192 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 16 620 et malheureusement le cumul de décès est de 442. Nous avons aujourd'hui 190 cas actifs, dont 152 asymptomatiques, 19 avec des symptômes simples et 19 avec situation clinique grave. Les nouveaux cas enregistrés sont répartis selon les Muqata'a comme suit. 2 à Basknou, 1 à Mongel, 1 à Arkiz, 1 à Oksar, 9 à Tefraq Zeyne, 2 à Tayart et un nouveau cas à Arafat. Pour les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 876, dont 16 tests de suivi et 860 tests de diagnostic, répartis en 532 TDR et 328 PCR. Pour la répartition de nouveaux tests réalisés par région, 104 à Houd Sharqi, 14 à Houd Gharbi, 60 à Nassaba, 28 au Gorgol, 30 au Brakna, 18 au Trerza, 5 à Nadrar, 132 à Dakhlet Nouadhibou, 11 au Tagan, 20 à Gdimaka, 9 au Tirzamour, 63 à Linchiri, 350 nouveaux tests ont été réalisés en Nouakchott Ouest, 21 en Nouakchott Nord et 11 en Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 220 190,
dont 27 749 tests de suivi et 192 441 tests de diagnostic, répartis en 140 025 TDR et 52 416 PCR. Direction à la wilaya du Gorgol, où la capitale Kaïdi a abrité le lancement d'un atelier d'analyse des données circonstancielles liées à la situation de la sécurité alimentaire dans la wilaya, organisé par le commissariat à la sécurité alimentaire et des partenaires au développement. Amina Mtakhlil. L'analyse des données circonstancielles relatives à la situation de la sécurité alimentaire dans la wilaya du Gorgol est le titre sous lequel se tient cet atelier organisé dans le cadre du projet d'appui au commissariat à la sécurité alimentaire et les autorités centrales et décentralisées concernées par la création de mécanismes d'avertissement précoce, d'alerte et de planification de réponse rapide en cas de crise. Des crises qui sont susceptibles d'affecter la sécurité alimentaire et la nutrition. Le wali de la wilaya du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidba, a expliqué dans son mot pour l'occasion le rôle que peut jouer cet atelier dans le suivi de l'état de la sécurité alimentaire dans la wilaya. Il a précisé que le recueil et croisement des données récupérées auprès de sites d'observation donnera lieu au 5e bulletin d'information après son approbation. Il comprendra, entre autres, l'état général de la wilaya en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, ainsi que l'identification des alertes que l'on puisse avoir dans l'avenir. Il a enfin ajouté que l'augmentation de la production locale en denrées alimentaires est le seul moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'adjointe au président du conseil régional de la wilaya du Gorgol, Mme Saoudatouli, a considéré que les résultats de cet atelier contribueront au partage d'importantes informations entre les participants. Des informations qui permettront la mise en place d'un bilan fiable de la situation de la sécurité alimentaire dans la wilaya du Gorgol. De son côté, le maire adjoint de la commune de Kaïdi et le responsable des programmes d'Oxfam au Gorgol, messieurs Mohamedou Bakari Tandia et Françoisie Panda, ont exhorté les participants à jouer leur rôle dans la mise à disposition des informations concernant la sécurité alimentaire aux entités concernées, et ce, au bon moment, afin que ces dernières puissent réagir dans les plus brefs délais pour combler les lacunes en temps réel et garantir la stabilité du domaine alimentaire. Les travaux de cet atelier porteront sur plusieurs sujets, y compris la mise en place d'un état des lieux provisoire de la production agricole et le renforcement des capacités techniques des observateurs de la situation alimentaire dans la conjoncture actuelle, surtout de la part des autorités, des élus locaux et des services décentralisés. Dans la wilaya du Tirzemour, la fondation de la SNIM a offert aujourd'hui des équipements et fournitures scolaires aux écoliers des familles nécessiteuses. Le représentant de la fondation, M. Ahmed Lavrak, a indiqué que l'organisation distribue chaque année des fournitures scolaires aux élèves des familles démunies. Amina Takan. Plus de 3 milliards d'ouguias, c'est le montant que la fondation de la SNIM a alloué cette année à la wilaya du Tirzemour. 2,5 milliards sont dédiés à la résolution du problème d'approvisionnement en eau que connaît la ville de Zouairat. C'est ce qui ressort de la réunion qui avait regroupé les autorités régionales et communales présidées par le wali de la wilaya du Tirzemour, Isselmou Oulsidi. Cette réunion avait en outre un autre but, celui de faire le bilan des interventions de la fondation pour l'année écoulée afin d'identifier les futurs projets pour 2021. Le wali a précisé que les interventions de la Fondation cette année diffèrent de celles des années précédentes du fait que le président de la République a instruit la Fondation à l'effet de privilégier les habitants de la wilaya à travers des projets de développement local, ajoutant que les projets de cette année seront financés suivant une planification proposée par les municipalités bénéficiaires. Selon Hadji Ouleli, un des directeurs au niveau de la SNIM, l'accent a été mis cette année sur les deux wilayas eu égard de l'importance des défis qui se dressent devant les autorités. Il a passé en revue les efforts de la Fondation pendant l'année écoulée dans les villes de Zouairat et noté que ces ressources proviennent d'un quota de l'ordre de 2,5% sur les bénéfices de la SNIM. Le directeur a également indiqué que les financements de la société ont connu cette année un accroissement considérable qui permettront à la commune de bénéficier d'une enveloppe de plus de 3 milliards d'ouguias. Cette manne financière sera orientée, dira-t-il, vers les projets éducatifs et sanitaires en plus de l'assistance aux franges sociales démunies.
Le stockage et la distribution du carburant est la fonction première des stations-service qui gagnent en activité et se multiplient dans la ville de Nouadhibou. D'où l'intérêt des visites d'inspection et de contrôle périodiques effectuées par la Société mauritanienne des industries de raffinage, SOMIR, fournisseur de ces stations-service pour s'assurer de la qualité et de la sécurité de ces liquides inflammables. Mohamed Khattab. Les stations-service prennent de la place dans le paysage de la ville de Nouadhibou qui en compte pas moins de 37 et deviennent si familières de par leur activité indispensable. Elles demandent cependant un contrôle de normes de sécurité strict, étant donné qu'elles stockent et distribuent des liquides inflammables, donc potentiellement dangereux, mais aussi du fait de leur imbrication dans le bâti urbain. Le contrôle de qualité est très important, dit ce pompiste, surtout que s'il y a un problème, le client ne va pas chez le patron, mais s'en prend à nous. L'intérêt pour nous dans ces opérations, dit ce gérant de station-service, est que c'est la société qui livre le produit qui fait l'inspection. Donc la station-service est avertie que son fournisseur l'a allé. C'est dans ce cadre que des équipes techniques de la Société mauritanienne des industries de raffinage SOMIR entreprennent des visites techniques périodiques dans les stations-service pour s'assurer de l'application de la réglementation en matière de normes de qualité et de sécurité et le suivi des instructions de stockage et de livraison du carburant, ainsi que la sécurité environnementale, sachant que la manipulation de ces produits est hautement polluante pour le sol. Selon Moulay Ali, le responsable de l'inspection pour la zone nord, cette inspection est dictée par le ministère et est effectuée par la SOMIR. Au niveau de l'inspection, on se charge d'inspecter le produit au niveau de stockage, au niveau de la distribution et surtout la distribution des stations-service. Il faut que la station-service ait un produit qu'elle va vendre dans les normes. Et aussi que le client doit avoir une quantité de produits égale à la valeur qu'il donne comme argent et dans des qualités et dans une qualité requise. C'est-à-dire un gasoil approprié qu'il achète à un prix affiché selon lui et il reçoit la quantité qui est proportionnelle à l'argent qu'il a donné. S'il donne 2000 ouguiya, il reçoit la valeur de 2000 exacte. Comme ça, et les conditions de distribution sont bonnes. Et la station aussi doit être dans les normes. Dans les normes, c'est-à-dire sécuritaires, dans les normes de distribution quantité et qualité. Et comme ça, on veille sur l'ensemble du circuit de distribution. Suivre donc et contrôler les conditions de distribution et de stockage des hydrocarbures, des instruments de mesure, des capteurs de fuel, la conformité des distributeurs de carburant et l'exactitude des quantités de carburant délivrées sont autant d'opérations de contrôle réglementaires dans les stations-service menées par les équipes d'inspection de la SOMIR. Pour le directeur technique de la SOMIR, Jibril Ouelbaba, cette opération rentre dans le cadre de la série d'inspections menées annuellement sur l'ensemble du territoire. Nous avons commencé aujourd'hui des missions des stations de service au niveau de Wilaya d'Akhlet Nouadhibou. La mission a été rentrée dans le cadre d'inspecter les qualités de produits et les quantités et les fiches au niveau de sécurité encore. La SOMIR dispose d'un laboratoire technique suffisamment équipé pour analyser différents échantillons des hydrocarbures prélevés pour s'assurer de leur haute qualité et de leur sécurité avant d'être distribués sur le marché. Sur le terrain, les équipes techniques contrôlent les cuves de stockage, les tuyauteries, les pompes à carburant pour s'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité dans les stations-service. Un processus qui sonne comme une évidence, mais qui a toute son importance en termes de sécurité. Place maintenant à notre page sportive consacrée à la CAN des moins de 20 ans. La finale de la CAN des moins de 20 ans s'annonce palpitante. Voyons à présent avec Bouakar Baylaba le parcours des finalistes, le Ghana et l'Ouganda.
Le Ghana est le triple vainqueur de la CAN de moins de 20 ans. Depuis le début de la compétition, les Black Satellites sont considérés comme un favori au titre. Toutefois, l'équipe ghanéenne a effectué un parcours en dents de scie. 2 victoires, 4-0 face à la Tanzanie, 4-2 face au Cameroun à la suite de tirs au but, un match nul 0 but partout face au Maroc et une défaite face à la Gambie 1-2. Avec son histoire et l'organisation tactique dont il a fait montre durant la compétition, le Ghana est encore capable de hisser son niveau de jeu ou de faire le dos rond pour aller chercher la qualification en finale et viser le trophée continental de cette édition. Ce qui aura un parfum d'histoire pour cette équipe ghanéenne, cette édition étant la première à se jouer à 12 équipes. De retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2017, après une longue absence, le football ougandais vit une période faste où il ne laisse passer aucune compétition. Présent au niveau senior, CAN et CHAN, l'Ouganda ne rate aucune compétition de jeunes. D'ailleurs, ils seront présents en finale de l'édition 2021 de la CAN de moins de 20 ans contre le Ghana, samedi prochain au stade olympique de Nouakchott. Avant d'atteindre la finale, l'Ouganda avait enregistré 2 victoires, 2-0 face au Mozambique et 2-1 face à la Mauritanie, ainsi qu'une défaite face au Cameroun 0-1 en phase de groupe. Et en demi-finale, l'Ouganda n'a pas forcé son talent pour s'imposer largement face à la Tunisie 4-1. Série sur le gâteau, Deris Kakuza inscrit un triplé et reste le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts au compteur. En définitive, les Ougandais espèrent que leur printemps du football soit durable. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans est une compétition créée en 1979. Elle oppose les meilleures sélections nationales juniors d'Afrique. Elle est organisée par la Confédération africaine de football tous les 2 ans. Le pays organisateur est qualifié d'office pour la phase finale. Les finales jusqu'en 1989 se disputaient par match aller-retour avant qu'une phase finale organisée par un pays soit mise en place en 1991. Le Nigeria a remporté 5 fois la compétition, l'Égypte 4 fois, le Ghana 3, et puis le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, l'Angola, le Congo, la Zambie et le Mali ont soulevé chacun une fois le trophée. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et ce dernier félicite son Excellence pour le bilan de la présidence tournante mauritanienne du groupe G5 Sahel. Le Conseil des ministres adopte une convention pour le financement du projet d'appui au plan national de veille et de riposte à la Covid-19. Le département de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme organise un atelier de formation au profit des gestionnaires régionaux des établissements de l'enseignement au niveau de certaines wilayas du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.